Eh, 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 it's okay. Huh. Eh, Vous le démarchez comment? Donc vous allez recruter des transhumants, entre guillemets. S'il le faut, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut recruter des gens, on peut prendre des gens, contacter des gens, venir appuyer le président. Vous l'avez déjà fait? On l'a fait déjà avec des policiers. Qu'est-ce que vous avez déjà démarché Des policiers. au profit? Ah oui? Les policiers, le président les a reçus. Hein, ça, c'est le travail du COMS. Il y a un chef religieux qui était à Thiès. On l'a démarché. On a même construit un forage là-bas pour lui. On fait pas mal de choses pour lui. Parfois même, j'oublie. C'est regrettable. Je peux dire, bon, c'est 50% avec mon parti. Mais on est là, on appuie le président de la République de par les idées. Nous allons aussi de faire notre technique au président de la République. Ce que mon parti aussi fait pour le président de la République. Mais parfois aussi, évidemment, on le fait parfois. Parfois, ce n'est pas tellement compris par les gens de la PR, malheureusement. Mais on le fait quand même parce que... Oui, c'est là où je voulais en venir. Hein. Apparemment, vous n'êtes pas bien aimé de l'autre côté. Oui. Vous cherchez toujours votre place alors. En tout cas, le PID, je peux parler d'abord du PID. Le PID cherche encore sa place dans la mouvance présidentielle. Parce que nous sommes dans la mouvance présidentielle, mais nous n'avons pas encore trouvé notre place véritable dans Benno Bokk Yakaar. Cela nous amène justement à nous demander si vous êtes assez représentatif. Parce qu'en politique, voilà, si on cautionne la transhumance, c'est pour avoir du monde. Maintenant, est-ce que vous êtes représentatif, vous qui vous dites, qui pensez être les amis de Macky Sall, justement? Nous sommes représentatifs. Ah oui, déjà, moi, je vous ai dit, ce que j'ai fait en tant que Moudoune, responsable du PID, président du PID et membre du cercle des amis de Macky Sall, ce que j'ai fait au passé d'Assini, vous pouvez aller demander. Nous avons abattu un travail considérable au passé d'Assini. Modibo Diop, ce qu'il a fait à Colobane, je crois que si ce n'était même pas lui, on allait perdre Colobane. Ce que Ambriolo a fait à Thiès, tout un chacun, nous sommes représentatifs. Nous pesons. Nous pesons. Maintenant, je crois que ce que Ben a fait à Saint-Louis, je crois que vous êtes au courant. Tout un chacun est représentatif surtout que moi je suis national. Moi j'ai 3 conseils, c'est vrai, on va dire que c'est petit dans le Sénégal. Mais si aujourd'hui on devait faire le classement des partis politiques, si on est 250 partis politiques, peut-être que je serais dans les 100 premiers. Donc, oui, il y en a trop d'ailleurs des partis. Hein. Chacun veut créer son parti à lui, essayer de se faire une place au soleil. Est-ce que ça aussi, ça nous mène à bon port? Parce que on a vu ce qui s'est passé justement avec les législatives. 47 listes, alors qu'il y a même des coalitions. Si chacun était allé sous sa propre bannière, on ne sait pas combien de listes il y aurait eu lors de ces joutes. Alors ne faudrait-il pas justement discuter, vous, les acteurs politiques, rationaliser un peu le milieu? Oui, bon, il faut rationaliser. Mais je ne vais pas faire comme disait Ousmane Ngom la dernière fois. Tout parti politique qui n'a pas de député, il faut le dissoudre. Tout le monde aussi. Ceux qui ne peuvent même pas avoir un siège, quand même, ne doivent pas prendre part à ces élections. Je suis contre quand même je ne suis pas du tout d'accord avec ces partis politiques qu'on crée à tout bout de champ. Je crois qu'aujourd'hui, on doit pouvoir trouver une solution pour regrouper ces partis politiques. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense qu'avec le temps, on peut penser quand même que le président Senghor avait raison. 4 courants de pensée, 5 courants de pensée maximum peuvent suffire aujourd'hui dans ce pays-là. Donc là, même peut-être 2 ou 3, la gauche, la droite. Aujourd'hui, on sait que les gens peuvent se retrouver. Tous les partis, que ce soit petits ou que ce soit, peuvent se retrouver derrière le président Macky Sall. Aujourd'hui, l'idéologie signifie quelque chose au sein de vous, non, au sein des politiques? L'idéologie n'a aucune signification aujourd'hui. La preuve, nous, dans Benno Bokk Yakaar, qu'est-ce que vous voyez dans Benno Bokk Yakaar? Des communistes, des socialistes, des libéraux, un melting pot. Non, ça n'a aucune signification aujourd'hui des idéologies. Et d'ailleurs, les populations ne comprennent même pas ce que c'est que les idéologies. Ça ne sert à rien. Parce que les gens, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils savent, quand ils vont voter, ce qui les intéresse, ce n'est pas celui-là est un communiste ou un libéral ou bien. Non, je vote pour la personne.
parce que c'est mon Même ami. les politiques aussi ne défendent plus les idéologies. Non. C'est les privilèges maintenant qu'on vise, les intérêts. Les intérêts, je suis entièrement d'accord avec toi, Fatia Ngom. Les gens visent les intérêts et aujourd'hui, les gens ne se battent plus pour des idéologies. C'est la mort des idéologies, je pense qu'aujourd'hui. Donc il est temps aujourd'hui de revoir, de trouver un système pour diminuer justement ces partis politiques-là. Et malheureusement, c'est la libre expression dont on parlait tout à l'heure qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de... Regarde même avec les associations, hein, c'est des privilèges. Quand les gens veulent être dans la fédération de football ou de n'importe quelle fédération, on crée une association et, je ne sais pas, par des entreprises essayer de monter au sommet. Les syndicats, c'est pareil. Dans toutes choses, je crois qu'aujourd'hui, il faut revoir cette question-là. C'est une question c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Il faut vraiment trouver... Moi, je suis d'accord aujourd'hui, mon parti en premier, de rejoindre... de me dissoudre dans n'importe quel parti qui correspond un peu au libéralisme. Je crois qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir... C'est pourquoi je pense que le président de la République, Macky Sall, qui est un libéral, devait faire un appel à tous les partis libéraux de se retrouver et former un bloc. Je crois que c'est ça. Vous ne pensez pas un jour faire une fusion avec l'APR, non? Si jamais on vous accepte, bien sûr, de l'autre côté. Ah, vous avez bien dit, si Ce n'est toujours pas le cas. Hein? Ah oui, pourquoi? Vous-même, vous l'avez dit, vous cherchez encore votre place. Oui, non, parce que c'est vrai. Je crois que moi, cela ne me gênerait pas du tout, très sincèrement, de fusionner avec la paire. Aujourd'hui, je suis dans Ben de Bokoyaka, je soutiens le président de la République. Et je le soutiendrai jusqu'en 2019, ça c'est certain. Donc, cela ne me gênerait pas aujourd'hui, ne serait-ce que pour donner le bon exemple et diminuer, comme ça qu'on règle mon parti dans l'échiquier politique. Et je suis prêt à aller dans la paix. Et d'autres partis également. Hein, je les conseille vraiment de fusionner avec la paix. Et comme ça, on aura une idée beaucoup plus claire sur le nombre de partis et sur la représentativité. Cela veut dire que vous n'avez pas d'autres ambitions politiques, personnellement, non? Ambitions politiques? Bon, des ambitions pour devenir la présidente de la République, je ne pense pas. Oui, mais à part président de la République, avez-vous d'autres objectifs, non? Oui, j'ai des objectifs. Là, je voudrais bien être député. Vous n'avez pas été investi? Non, je n'ai pas été investi. Parce que le président n'a pas pensé à moi peut-être pour m'investir sur la député. Ouais. La question revient, est-ce que vous êtes assez représentatif alors? Oui, je suis représentatif. Je suis représentatif, je vous ai dit, par exemple, il y a des zones où mon parti est parti seul aux élections municipales la dernière fois. Et j'ai des conseillers. À Dara, j'ai 2 conseillers municipaux. À Sédhiou, j'ai un conseiller municipal. J'ai 3 conseillers dans tout le Sénégal et mon parti a participé. Nous changeons de registre pour parler du pèlerinage à la Mecque. Vous avez été membre du commissariat au pèlerinage. Alors là, malgré les changements qui ont été effectués, il y a toujours des problèmes. Cette année, c'est avec les privés. 150 pèlerins sont laissés en rade. Alors, qu'est-ce que l'État doit faire et qui doit être convoyeur de pèlerins, justement? Je crois que c'est un problème extrêmement sérieux que vous me posez ici. Et moi, déjà à l'époque, j'avais fait un rapport sur ces questions-là, concernant le pèlerinage à la Mecque d'une manière générale. Mais j'avoue que c'est une question récurrente. Chaque année, c'est le même problème que je pose, depuis 2 ou 3 ans. D'ailleurs, aussi, je crois qu'il y avait des pèlerins qui étaient laissés ici en rade. Cette année, beaucoup d'ailleurs, cette année encore 150. Donc le fond du problème, c'est quoi? Je crois qu'aujourd'hui, il est temps de rationaliser justement ces convoyeurs. Il y a des gens qui jouent vraiment avec des Sénégalais. Comment peut-on être convoyeur de voyage et laisser 150 personnes ici? Et je crois qu'aussi, il faudrait que nous apprenions à sanctionner les fautifs. Non seulement la première chose à faire, c'est de retirer l'agrément de ces messieurs-là et pendant au moins 10 ans, qu'ils ne seront plus convoyeurs. Mais vous savez, toujours des gens, quand ils veulent tricher, ont toujours les moyens de trouver des contournements pour ces questions-là. Quand on te dit que toi, tu as un quota de 50, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent plus de 50. Ils prennent 70 ou 80. Et essaient de négocier, de trouver des places
pour les 30 autres personnes qui n'ont pas encore... Avec qui il négocie? Avec qui il négocie avec les autres convoyeurs. Mais il y a des convoyeurs qui ont un agrément pour 20 ou 30 ou 40 et qui n'arrivent pas à trouver. Donc c'est des gens qui préfèrent prendre un sous-nombre et essayer de trouver des places dans les autres. Donc ça pose un problème. Est-ce que l'État, donc, qui justement donne ces agréments-là, n'a pas un droit de regard dans ce qui se fait? Ah si, l'État a un droit de regard dans ce qui se fait. Et aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'État de voir ce que les gens là font. Parce que les Sénégalais ne connaissent pas ces gens-là. C'est l'État. En dernier ressort, c'est l'État qui règle ces questions-là. Donc, en un moment, il doit pouvoir dire, contrôler, n'attendre pas toujours la veille ou le jour de départ pour voir que ce pèlerin, il y a 150 pèlerins ou 200 pèlerins qui sont là, ils ne vont pas partir. C'est extrêmement grave. Parce que ça, c'est la responsabilité de l'État de voir d'abord est-ce que ces gens-là ont respecté leur quota et toutes ces questions-là devraient être réglées au moins 1 mois ou 3 semaines avant le départ. L'État s'est déchargé là où il ne fallait pas, certainement. Ah oui. Aujourd'hui, évidemment, j'ai entendu le haut-commissaire dire qu'il va sanctionner. Mais il ne fallait pas en arriver là. Il fallait régler cette question-là d'abord avant d'en arriver à cette situation vraiment douloureuse. Donc je crois que l'État, il ne faut pas que l'État dégage ses responsabilités par cette question-là. Parce qu'on dira toujours que c'est l'État. Donc il faut trouver une solution. La responsabilité est engagée. Ah oui, sa responsabilité est engagée. Parce que c'est les Sénégalais qui ont donné leur argent. C'est les Sénégalais qui devraient partir et s'ils ne partent pas, évidemment, on ne peut pas dire que l'État n'est pas responsable. Même si ce sont les convoyeurs qui sont les premiers responsables, mais l'État a la responsabilité de sanctionner ces gens-là. Nous recevons dans ce grand oral Mamadou Yaya Wane, secrétaire général du Parti indépendant et démocratique. Vous avez été aussi conseiller technique au ministère de l'Assainissement. C'était en 2004. Aujourd'hui, en 2017, on peine à avoir un bon plan de lutte contre les inondations. L'assainissement pose toujours problème. Quand il a plu la dernière fois, on a vu ce qui s'est passé aux Parcelles Assainies et dans bien d'autres localités de la capitale. On a annoncé un plan d'urgence, un plan décennal, mais jusqu'à présent, apparemment, la bonne formule n'est pas trouvée. Alors vous, quelle solution proposez-vous justement pour venir à bout de ces inondations qui touchent d'ailleurs le Sénégal à chaque année? Vous savez, vous avez raison, j'ai été conseiller technique au ministère de l'Assainissement. C'était en 2004, je crois. D'abord avec 2 ministres différents. Et déjà à l'époque, il y avait des problèmes d'assainissement. Et je me rappelle, ce qui nous préoccupait le plus à l'époque, c'était l'assainissement au niveau de Touba, l'assainissement au niveau de Kaolack, Diourbel, etc. Mais on a vu également que l'assainissement, ce n'est pas seulement dans ces régions-là, mais aussi et même à Dakar. Donc vous savez que le problème est devenu national et c'est un problème extrêmement sérieux. Vous savez que l'assainissement est un droit. Comme les gens ont droit à... Quand on parle de droit à l'éducation, parce que les gens doivent être éduqués, doivent aller à l'école, droit à l'éducation, droit à la santé, quand la personne doit être soignée, la personne a droit à des médicaments. Mais vraiment, l'assainissement est devenu un droit à l'assainissement. Et je crois que l'assainissement également fait appel à notre problème, c'est un problème de dignité humaine. Et on ne peut pas parler de développement si les questions d'assainissement encore ne sont pas encore réglées. Et c'est le cas aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a dans certaines zones, dans beaucoup de zones, à Ziguinchor par exemple, et parfois même à Saint-Louis, et même ici tout près de nous, il y a beaucoup d'inondations. Donc c'est un problème sérieux. C'est pourquoi moi j'ai mis le président de la République. Et les plans annoncés là, depuis lors, plan d'urgence, plan décennal, jusque-là, rien n'est encore fait. À chaque fois qu'il pleut, on constate justement que rien n'a été fait à ce niveau-là. Oui, ce que je dis, je crois que le président de la République s'est saisi de cette question-là et il a compris. Et d'ailleurs, dans sa vision, dans le plan Sénégal émergent, je vous ai... Il y a des ministres qui ont été nommés, dégommés, qui s'occupent de ça, mais le problème persiste. Où se situe le blocage, selon vous? D'abord, il faut voir aussi, il faut reconnaître que à l'époque, en 2004 et en 2017, la population a augmenté.
doubler même ou tripler. C'est qu'à chaque fois, donc, c'est un problème sérieux. Donc, Gouverner, c'est prévoir, justement. mais je crois qu'aujourd'hui, avec des mesures prises par le ministre, je l'ai écouté, je l'ai suivi, prises par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, je crois que ces questions-là seront très rapidement réglées. Mais je les invite à beaucoup plus de sérénité et de prendre ce problème-là au sérieux. Parce que ce problème n'est pas pris au sérieux, à votre avis. De prendre ce problème-là au sérieux, si, c'est pris au sérieux. Mais ça veut dire d'en faire une priorité, une surpriorité. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, au XXIe siècle, que des problèmes d'assainissement se posent encore dans nos villes et nos régions. Je crois qu'il faut saisir le tour par les cônes, se battre pour que d'ici l'année prochaine, dans 2 ans ou plus tard, qu'on ne parle plus de problèmes d'assainissement au Sénégal. Et pourtant, on annonce des milliards injectés dans ces plans-là. C'est ce qui est déclaré, en tout cas. Ce qui est déclaré, si c'est déclaré, c'est que c'est effectif. Il n'y a pas de problème. Je crois que des solutions, évidemment, seront. Je suis optimiste par rapport à cette question d'assainissement, parce que les gens ont compris quand même que c'était un droit et ça. On ne peut pas parler de droit de l'homme sans régler les questions d'assainissement, en d'autres termes. On ne peut pas parler de libre expression sans pouvoir régler les questions d'assainissement. Donc vous avez vu que c'est une question centrale, et je crois que cette question-là, qui figure en bonne place dans le plan Sénégal émergent, donc je crois que le président est conscient de cela, et je crois que ces questions-là seront très rapidement réglées et seront un souvenir. Un vieux souvenir. Alors, les milliards injectés dans ces plans-là de lutte contre les inondations, entre autres, aussi, il y a le revers de la médaille. On parle souvent de nébuleuses. On a vu ce qui s'est passé sous WAD avec les Aïdanjong et autres dans les produits phytosanitaires. Et là, aujourd'hui, c'est même la RMP qui exige à ce que ces marchés-là fassent l'objet d'appels d'offres. C'est justement sans doute pour éviter ces nébuleuses-là que l'on craint de part et d'autre. Et c'est parce que le coordonnateur du projet de construction de logements sociaux et de lutte contre les inondations a voulu faire contracter des marchés, 3 marchés d'ailleurs, par entente directe. Alors, est-ce qu'il n'est pas permis effectivement de redouter là des détournements ou à ce qu'on en arrive à la situation comme certaines maladies, que les inondations soient objet d'enrichissement pour certains, nourrissent plus qu'elles ne tuent, disons. Mais écoutez, bon, vous avez cité ici des noms, et ces personnes-là ont été condamnées. Donc quand on gère des milliards, comme vous le dites, et qu'on ne réponde pas quand même à pourquoi ces milliards-là ont été donnés, évidemment, le revers de la médaille, c'est qu'on risque d'être condamné. Donc, moi je pense que l'entente, ça dépend. Évidemment, si des gens sont extrêmement pressés pour des questions d'assainissement, des questions qui sont urgentes, moi ça ne me gêne pas qu'il y ait une entente entre le ministère, supposons, une société pour parler au plus pressé, au plus vite. Si on ne le fait pas, évidemment, ça peut toujours retarder, parce que vous savez, la procédure elle est compliquée, elle est longue, ce qui fait que parfois les gens utilisent les appels. Mais avec les inondations, on a quand même le temps. C'est d'ailleurs ce que la RMP a indiqué. Oui. On a le temps parce que c'est quelque chose qu'on prévoit. Nous ne sommes pas en hivernage toute l'année. Nous ne sommes pas en hivernage. Je suis d'accord, mais parfois aussi, c'est que parfois les procédures, il y a des procédures qui durent 6 mois, 9 mois, même peut-être 2 ans. Oui. Qui dure 2 ans. Donc, c'est pourquoi il faut pas. Parfois, si on parle évidemment au plus pressé, on utilise des raccourcis. Mais si on utilise des raccourcis, ça ne veut pas dire que ces gens-là vont détourner l'argent. Non, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, je crois que la solution, si on aime son pays, si on donne l'argent pour travailler pour tel ou tel domaine, je crois quand même. La moralité aujourd'hui, c'est de bien faire ce travail-là pour ne pas être sanctionné. Donc, ce qui fait une faute, évidemment, sera sanctionné. Non. Ce sera sans doute le dernier chapitre, les accidents de la circulation. On en parle parce que vous activez aussi dans la formation des chauffeurs. Alors, ces 2 ou 3 derniers mois ont été très douloureux pour notre pays. Beaucoup de décès ont été enregistrés sur les routes. Quel doit être le bon comportement des chauffeurs? Ça a fait d'ailleurs l'objet d'une formation que vous avez conduite. Oui, j'ai eu à faire 2 formations
à Saly avec le ministère de l'Intérieur. C'était sur le comportement, je crois, des chauffeurs. Et je pense que c'est l'État, hein, le Premier ministre d'ailleurs, le Président de la République. Ces formations-là devraient être multipliées. Je crois qu'aujourd'hui, tout chauffeur a besoin de formation. L'AFTU, ils ont beaucoup de chauffeurs, ils devraient être formés. Dakar Debdik, ils ont des centaines et des centaines de chauffeurs, ils devraient être formés. Même si il y a un centre de formation dans ces entreprises-là, ils devraient pouvoir être formés par des personnes extérieures. C'est un atout. Et que nous, nos formations avec le ministère de l'Intérieur, le département ministériel, ça tourne toujours autour du savoir. Au savoir, parce qu'il y a les missions d'abord du chauffeur, il faudrait qu'il comprenne déjà ce que c'est que une mission. Il devrait également comprendre quel comportement il devrait avoir, hein, par rapport à ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand un chauffeur ne comprend pas sa mission, quand un chauffeur ne comprend pas comment il doit se comporter par rapport d'abord à lui-même, par rapport au véhicule, par rapport aux autres, ça pose problème. Aux usagers. Donc je crois que la formation, elle est fondamentale. Hein. Et ce qui, évidemment, ça peut éviter ces accidents, vraiment, à longueur de journée. Donc vous imputez ça en quelque sorte au mauvais comportement des chauffeurs. Oui, c'est au mauvais comportement. Parce que dans le comportement, il y a le savoir. Mais le savoir seulement ne suffit pas, parce que le savoir, parce qu'un chauffeur ne peut pas dire je maîtrise, hein, le code de la route, je sais. Non, ça ne suffit pas. Parce qu'après ce savoir-là, il y a le savoir-faire. Quand vous parlez d'étiquette de déontologie du chauffeur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Laissez-moi terminer d'abord. Le savoir-faire, c'est extrêmement important. Le savoir-être. Le savoir-faire, c'est la manière justement de conduire, de comment le chauffeur doit se comporter. Le savoir-être, tout ça, c'est extrêmement important. Si le chauffeur ne comprend pas ces notions élémentaires, évidemment, ça va coûter encore des vies humaines considérables dans notre pays. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, la formation devrait être une priorité, pour ne pas dire une supériorité, pour les ministères, pour les entreprises, etc. L'éthique aussi, déontologie. Si un chauffeur ne comprend absolument rien de ce qu'il fait, ou de ce qu'il nous dit, la déontologie est fondamentale pour tout corps de métier. Si le journaliste n'a pas la déontologie nécessaire, hein, pour conduire son travail, c'est un problème. De la même manière, un enseignant qui n'a pas la déontologie, le savoir pour enseigner, c'est un problème. De la même manière aussi, un chauffeur, comme s'il n'a pas la déontologie, hein, je crois que c'est les valeurs. Donc je pense que voilà des notions qui sont extrêmement importantes. Des concepts, si vous voulez même, qui sont extrêmement importants. Si la personne ne les a pas, évidemment, ça pose toujours des problèmes. Donc moi, je lance encore un appel au ministère qui est chargé des infrastructures, etc., pour que la formation soit une surpriorité, le ministère des Transports, pour vraiment s'appesantir sur la formation, pour nous éviter évidemment ces accidents. C'est des questions de comportement en réalité. À côté de ces questions de comportement, comme vous dites, il y a aussi la corruption dénoncée dans le milieu. On a vu cette vidéo qui a circulé dernièrement, réalisée par un Français, un supposé touriste, qui est allé au service des mines et effectivement, il a montré que les permis là se vendent à ce niveau-là, au niveau de l'administration. Là, quand même, c'est grave. Même si ça date de longtemps, c'est quand même très grave. Il faut réformer. Il faut réformer, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour dénoncer les auto-écoles. Je crois que quand même c'est extrêmement important. Apprendre à conduire, on doit apprendre. Mais aujourd'hui, ce qui se passe avec les auto-écoles. Non, le problème là dépasse les auto-écoles. C'est au niveau même de l'administration. Le service des mines, ce n'est pas du ressort des auto-écoles. Aujourd'hui, si une personne qui n'a jamais conduit, s'il a 100 000 francs, dans un mois, il a son permis de conduire.
Qui lui accorde justement ce permis-là? Hein, service des mines. Le service des mines. Donc, c'est ce que je veux dire par là. Il faut réformer. J'ai dit qu'il fallait réformer. Il faut trouver des formules, réfléchir sur des formules pour la délivrance des permis de conduire. Je ne sais pas comment on va le faire. Il faut que nous tous nous réfléchissions sur cette question-là, qui est extrêmement importante, pour qu'au moins, quand quelqu'un aura un permis de conduire, on saura au moins qui sait conduire. Que ça soit au niveau de la délivrance, aussi au niveau même de l'apprentissage ou bien au niveau de la délivrance du permis, je crois qu'il y a tout ce système-là qu'il faudrait revoir. Merci, Mamadou Yayawan. C'est la fin de ce grand oral. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Oui, moi aussi, ça a été un très grand plaisir de vous rencontrer à nouveau, parce que je remercie vraiment l'équipe Réumi, toute l'équipe Réumi, en particulier vous que je connais très bien, et votre directeur, tout le service Réumi et vos collègues et tout le monde. Merci en tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral. Merci aussi à Cheikh Thiam pour la caméra et les photos. Justement, vous pouvez suivre cette émission sur reumi.com. Merci aussi à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité et à Ibrahima Ndoiba pour la partie technique. C'était Fatou Thiam Ngom à la présentation. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour un autre Grand Oral. Déjà, vous pouvez réécouter cette émission lundi à partir de 18h sur Réumi FM. Excellent week-end à tous. Eh, 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 it's okay. Huh. Eh.